Vous voilà de retour. Vous êtes-vous demandé pourquoi? Tentons d'y répondre ensemble. Venez vous asseoir près de moi, près du feu, profitez de sa chaleur. D'ici quelques instants, cette dernière vous manquera terriblement. À travers l'accablant rideau de neige, les phares du fourgon éclairent tant bien que mal la route sinueuse qui s'enfonce entre les hauts pins de la forêt côtière. Les épais flocons tourbillonnent et s'écrasent par dizaines sur le pare-brise, avant d'être balayés par les essuie-glaces. Les va-et-vient cessants de ces derniers pourraient être hypnotisants si Sélanie ne focalisait pas toute son attention sur la route traîtresse et la stabilité du véhicule face au vent marin. Le brigadier Malo Mézec, à demi assoupi à ses côtés, ne semble pas s'inquiéter de la tempête. Une telle chute de neige n'est pas habituelle dans la région, mais le cinquantenaire patibulaire en a vu d'autres. Avant d'obtenir un retour au pays, paraît-il, bien mérité, il a passé quelques années posté dans les Vosges et a participé à plus d'une recherche de randonneurs perdus en plein hiver. C'est d'ailleurs lui qui a milité pour la conception et l'achat du pack de secours qui repose à l'arrière de l'estafette, malgré les railleries de ses collègues. Un sac de toile solide contenant une couverture de survie, plusieurs cartouches de feu de détresse, ainsi qu'une trentaine de mètres de corde. Le sac à dos est bercé de droite à gauche, à chaque tournant serré que Sélanie négocie à flanc de colline. À travers les arbres, on peut deviner de l'autre côté de la baie quelques timides lumières émanant de Pembroke, bien que la reconstruction du village n'ait débuté qu'il y a 2 ans à peine. Les investisseurs venus de la capitale ont momentanément dynamisé la région et accéléré la réappropriation des lieux par quelques familles du cru. Au-delà des collines et de la forêt, au nord, plusieurs complexes touristiques sont en construction le long de la côte. Sélanie est en poste en Bretagne depuis peu, ayant quitté à regret son département d'outre-mer pour la province hexagonale, mais elle est déjà perplexe quant aux efforts des entrepreneurs autour de Pembroke. Elle-même ne demanderait pas moins qu'être payée pour vivre autour de cette piteuse circonscription. Un sourire silencieux aux lèvres, elle réalise avec ironie que c'est déjà techniquement le cas. Au moins, se dit-elle avec philosophie, elle réside dans un bourg plus animé et plus protégé des intempéries de ce segment côtier. Elle n'approche Pembroke que dans le cadre de sa position de gendarme adjointe, seconde classe. Elle n'approche Pembroke que les soirs comme celui-ci. Rapport du 17 février 1972. Gendarme Plantier. Brigade départementale du Bas-Rouen-Tellez. 23h45. Sommes informés par appel téléphonique de Madame Louane Dran, 57 ans, propriétaire de l'auberge du Carfquoid, commune de Pembroke, de nombreux cris en provenance des hauteurs boisées au nord de la baie, accompagnés de flashs de lumière indiquant la possibilité d'appareils explosifs ou de décharges électriques sauvages. Madame Dran indique son inquiétude pour 2 civils habitués des lieux, amateurs astronomes, non inconnus, qu'elle a vu s'enfoncer dans la forêt aux alentours de 21h30. Sont d'astreinte ce soir-là l'adjudant Jean-Marie Meunier, le brigadier Malo Mézec et la gendarme seconde classe Sélanie Plantier. Mézec et Plantier sont envoyés sur les lieux à bord de l'estafette immatriculée W294FA. Par faute d'intempéries, le trajet prend près de 2 heures. À leur arrivée, les gendarmes Mézec et Plantier trouvent l'auberge désertée. Encastré à flanc de colline, cerné d'une forêt blanchie par la neige. Une 4L est garée devant.
mais aucune lumière n'est visible à travers les fenêtres de la maison. Malo fait remarquer que la gérante de l'auberge, Madame Dran, est probablement couchée depuis longtemps. Non sans un certain plaisir sadique, il ajoute qu'il appartient à Célanie de la réveiller pendant qu'il récupère le pack de survie à l'arrière du fourgon. La gendarme soupire, resserre le col de son coupe-vent bleu marine et ouvre la portière du véhicule pour s'aventurer dans la tourmente. Le froid la saisit dès les premiers pas, mais elle approche l'auberge d'une démarche résolue, sentant dans son dos le regard inquisiteur de son supérieur. Célanie presse la sonnette de l'auberge, mais cette dernière ne produit aucun son. Elle se résout à frapper. La porte s'entr'ouvre sous le poids de son poing. Surprise, la gendarme se retourne vers le brigadier, qui referme derrière lui le coffre de l'estafette, balançant sur son épaule le lourd sac de toile. Il la rejoint et comprend rapidement la situation. Sans un mot, il dégaine et allume sa lampe torche. Du plat de la main, il finit de pousser la porte d'entrée et s'apprête à se déclarer aux occupants de l'auberge lorsqu'il est coupé net dans son élan. L'intérieur de la bâtisse est baigné d'un froid si terrible qu'il semble pire, bien pire, que celui qui rage à l'extérieur. Un étrange appel d'air glacial précipite la neige dans le vestibule de l'auberge et manque d'avaler les 2 gendarmes dans les tréfonds de la maison. Pendant quelques secondes, Célanie a le souffle coupé et lutte pour le retrouver. Les sons qu'elle et Malo produisent en s'enfonçant dans la bâtisse sont un temps étouffés, peut-être par le vacarme de la tempête, mais c'est une sensation de vide qui assaille la gendarme, le vide effroyable d'un mausolée dont toute vie a été aspirée. Elle hésite un temps à refermer la porte d'entrée, mais s'exécute finalement à la suite d'un geste pressé de son supérieur. Le torrent du vent hivernal se transforme en sifflement assourdi. La lampe torche de Malo éclaire un corridor étroit bordé de peintures médiocres. Le brigadier emprunte un escalier raide menant depuis la gauche du couloir au premier étage, probablement vers les chambres du gîte. Il fait signe à sa collègue, silencieusement, d'inspecter le rez-de-chaussée. S'enfonçant dans le couloir, la gendarme essaie d'activer plusieurs interrupteurs sur son chemin, sans succès. Les plombs ont probablement sauté, ou peut-être est-ce une coupure générale du secteur. Elle se saisit de sa propre torche dont la lumière vacille un instant avant de se stabiliser dans le creux de la salle à manger qui l'attend au fond du corridor. Célanie expire longuement et forme depuis ses lèvres entr'ouvertes une longue écharpe de vapeur d'eau qui gèle presque instantanément dans l'air immobile. La pièce est ordonnée. Son aménagement, quoique d'un goût discutable, est de toute évidence très réfléchi. Des décorations marines ornent les meubles anciens, accompagnés de figurines de porcelaine et de photographies familiales anodines. Ce qui attire l'œil de la gendarme, c'est la présence d'un panier molletonné posé à même le sol, dans un coin de la pièce, signe que la gérante de l'auberge est probablement accompagnée d'un animal. Aucun signe de ce dernier, en revanche, ce qui rassure Célanie. L'un des aspects les plus désagréables et crève-cœur de son métier implique régulièrement des bêtes mortes. Le plancher grince au-dessus de sa tête, ce qu'elle attribue au pas lourd de son collègue. Aucun autre bruit n'a troublé le silence de l'auberge. Alors qu'elle explore la cuisine sur laquelle donne la salle à manger, Malo la rejoint. Il confirme d'un signe défaitiste de la tête ce qu'elle craignait déjà. La maison est parfaitement vide. 2h13. Les gendarmes Mézec et Plantier remarquent que la porte du bâtiment n'est pas verrouillée. Après s'être déclarés, ils rentrent dans l'auberge pour s'assurer de l'intégrité physique de Madame Dran, ainsi que pour l'interroger au sujet de son appel. Sont introuvables la propriétaire, ainsi que son chat de compagnie. Aucune effraction n'est constatée. Le courant est cependant coupé. 2h20. Les gendarmes Mézec et Plantier se concertent sur la marche à suivre et décident de rejoindre les hauteurs de la forêt dans l'espoir de retrouver Madame Dran, ainsi que les 2 individus décrits dans son appel. Ils quittent l'auberge et empruntent le sentier de randonnée qui le longe. Des cris sont entendus. Célanie s'arrête brusquement et lève les yeux vers le sommet de la colline.
indiquant à son supérieur d'en faire de même. Malo s'est immobilisé derrière elle. La tempête s'est calmée quelques instants auparavant, améliorant nettement la visibilité des gendarmes dans la forêt de pins. La neige enveloppe le sous-bois, formant une fresque noire et blanche dans laquelle le sentier se perd et disparaît presque. Le nez au vent, le regard concentré, Célanie tente d'isoler dans le tumulte mourant de la tempête ce qu'elle vient d'y entendre. Un cri de surprise et d'angoisse primitive soudainement coupé court, ou plutôt aspiré par une bourrasque glacée. La gendarme ne trouve pas immédiatement les mots pour l'expliquer à son supérieur, mais ce dernier lui fait confiance. Malo Mézec a depuis longtemps accepté la supériorité qu'offre la jeunesse au sens et a investi son ego ailleurs. Il prend les devants et gravit avec sa subordonnée les quelques centaines de mètres qui les séparent de la crête. La forêt se dilue peu à peu dans la couverture neigeuse, alors que les deux gendarmes parviennent au sommet. Là, surplombant une modeste falaise rocheuse, ont été installées quelques barrières pour inciter les rares touristes à s'arrêter un instant et admirer le panorama. Les nuages se dissipent lentement, s'effilochant au gré du vent, et laissent place à un ciel étoilé dont la lune éclaire quelque peu le paysage côtier. Au-dessus de la cime des pins tortueux s'étend la mer, reconnaissable à sa masse invisible et écrasante, gigantesque, plus noire que le ciel lui-même. Au nord, le faisceau lumineux du phare de Marie Morgan balaie la côte comme pour garder à distance les ténèbres envahissant les terres. Ici aussi, les lieux sont déserts. Près des barrières ont été abandonnées plusieurs pièces d'équipement dont Célanie s'approche immédiatement. Un télescope et son trépied sont étendus dans la neige, à côté d'une chambre photographique et d'un ensemble d'objectifs imposants étalés au sol. À quelques mètres de là, une besace de cuir étale son contenu détrempé dans l'herbe gelée. Plusieurs documents à présent illisibles, ainsi qu'un magnétophone à bande. Célanie est soudainement frappée par une réalisation qui lui avait jusque-là échappé. Qu'est-ce que des astronomes amateurs espèrent observer un soir de tempête ? La gendarme s'accroupit près du sac et rassemble son contenu, tentant de déchiffrer l'écriture manuscrite qui en parsème les pages, sans succès. Elle croit discerner l'ébauche d'une voûte stellaire sur l'un des dessins qui en font partie, mais n'en reconnaît pas les étoiles. Elle se rabat sur le magnétophone, dont les boutons sont devenus immuables, solidifiés par la glace. Elle le glisse à son tour dans la besace et en passe la bretelle sur l'épaule. Son instinct d'enfant pauvre la conjure de mettre le reste du coûteux équipement à l'abri. Mais elle est interrompue par son supérieur. Malo pointe du doigt le rebord de la falaise. À l'endroit où le bois de la barrière a cédé sous des années de négligence, une tache grise ondule lentement dans l'immaculée de la neige. C'est après un miaulement emporté par le vent que Célanie reconnaît la créature. Un chartreux, au pelage métallique et aux yeux dorés, qu'elle a aperçu sur plusieurs photos accrochées au mur de l'auberge. Le chat de Madame Dran. La gendarme tente de l'approcher, les mains ouvertes en signe de paix, mais la créature prend soudainement peur, bondit en arrière et bascule derrière la corniche. Célanie et Malo crient à l'unisson. La gendarme se précipite vers le rebord de la falaise et se penche prudemment au-dessus de la pique. Elle s'attend à apercevoir en contrebas le corps brisé du petit animal, mais soupire de soulagement lorsque ses yeux, balayant la pente en contrebas, ne trouvent rien de tel. Il est impossible de savoir ce qu'il est advenu du félin, mais elle imagine qu'il s'est habilement faufilé dans un renfoncement du mur rocheux. Ce qu'elle aperçoit, en revanche, c'est la claire empreinte qu'un corps humain étendu a laissée dans la neige et que la tempête n'a pu recouvrir. Une trace récente, de toute évidence, et encadrée par quelques taches sombres mouchetant la poudreuse. Elle appelle son collègue immédiatement. 2h35. Les gendarmes Mézec et Plantier aperçoivent en contrebas de la corniche, dite des Gabelous, les potentielles traces d'une dispute. Les lieux étant inatteignables sans un important détour,
le brigadier Mézec décide de rejoindre le bas de la falaise en rappel. La gendarme seconde classe Plantier est désignée pour la descente de par son poids moins important. La corde cède en cours de rappel. La corde tient bon. Alors qu'elle poursuit la descente ardue du mur rocheux, Célanie bénit Malo et son obsession pour la sécurité de ses collègues. La gendarme n'a aucune expérience dans le domaine de l'escalade et a déjà abandonné toute tentative de conserver une quelconque forme de grâce. Se heurtant régulièrement à la paroi, elle serre les dents en jetant des coups d'œil anxieux vers le sol en contrebas, qui avance trop lentement à son goût. Enfin, elle pose pied à terre. Ses bottes s'enfoncent immédiatement dans un demi-mètre de poudreuse et les jambes de son pantalon bleu outre-mer s'imprègnent de la neige, ses cols la laissant transie de froid. N'a aucune expérience dans le... Célanie indique à son supérieur, les mains en porte-voix, qu'elle est arrivée à destination, forme de grâce. Du haut de la falaise, Malo lui répond par un pouce tourné vers le haut qu'il éclaire de sa lampe torche. La gendarme tourne son attention vers le tracé humain creusé dans la neige à quelques mètres de la falaise. Traînant derrière elle la corde qu'elle a oublié de détacher de son baudrier, elle s'en approche prudemment. Les taches brunes qui l'entourent ont fait fondre la poudreuse, probablement du sang, dû à une mauvaise chute. Ce qui manque à cette explication, cependant, c'est la présence d'un corps. « 2h42. La gendarme seconde classe Plantier est inconsciente à la suite de sa chute. La disposition de l'équipement d'escalade laisse à penser que le brigadier Mézec est à son tour descendu de la falaise pour lui porter secours. Démunie face à l'étrangeté de la scène, Célanie ne remarque pas immédiatement que le vent qui balayait jusque-là la pente neigeuse s'est progressivement tu. Un silence de plomb le remplace, une chape pesante, épaisse, étouffant les bruits de sa propre respiration. La gendarme frissonne violemment. L'air est soudainement plus froid encore que dans la tourmente de la tempête. Cette réalisation l'atteint enfin et force son regard à parcourir nerveusement ses environs immédiats. Autour d'elle, la neige immaculée, baignée de la lumière lunaire, est intacte, encore fraîche, recouvrant la végétation parsemée de l'orée forestière. Tout est immobile. Seul le scintillement des étoiles brise l'illusion du temps suspendu, pendant un instant seulement. Par-dessus l'arête d'un modeste promontoire se détache une silhouette. Célanie ne la remarque que grâce à l'exceptionnelle qualité du ciel. La silhouette immobile est une tache d'un noir absolu devant la voûte stellaire de la Voie lactée, ne se révélant que par l'absence des étoiles qui devraient s'y trouver. La gendarme se réapproprie immédiatement sa lampe torche, l'allume et en projette le faisceau sur l'intrus. Son cœur saute un battement lorsque la lumière révèle une parfaite absence. Il n'y a rien à voir. Rien n'a éclairé. L'étrange ombre n'en est pas une, mais un vide parfait dans le ciel nocturne, un espace entre les étoiles. Célanie se sait parfaitement ignorante des réalités scientifiques de l'univers, mais elle n'a jamais vu un tel espace vacant dans le firmament. Saisie par la surprise, elle oublie un instant la raison de sa présence ici. Son esprit perturbé gravitant autour d'une phrase simple dont l'écho se répercute encore et encore contre les parois de son crâne. Ce vide est impossible. Comme pour lui répondre, 2 étoiles disparaissent à leur tour à la frontière du vide. Transfixée, Célanie sent ses organes chuter à l'intérieur d'elle-même, la clouant sur place. Ses lèvres s'entr'ouvrent, se préparant à produire un cri d'alerte qui ne naîtra jamais. Crier, c'est accepter la réalité de sa perception, et la gendarme n'en est pas encore capable. La chair sait,
Elle sait qu'aucune illusion d'optique n'agit directement sur la température ambiante ou sur la dissipation du son. La silhouette qui gagne en détail, seconde après seconde, ressemble de plus en plus à celle d'un être humain. Un être humain, dans le sens où la physiologie générale est respectée, mais c'est ici que la comparaison trouve sa fin. La silhouette est impossible. Les raisons exactes échappent à toute tentative de rationalisation, comme une poussière flottant sur l'iris d'un enfant, toujours visible au coin de l'œil, mais impossible à fixer sans la faire glisser vers les confins de sa vision. Peut-être est-ce sa démarche, car démarche il y a, qui se précise à chaque pas et qui ne devrait pas exister sous cette forme sans violer les lois de la physique, ou sa métamorphose subtile, constante, perceptible qu'à travers le vide, l'absence, le rien. Quelle qu'en soit la raison, la silhouette s'approche inexorablement. Il est trop tard pour Sélanie. Figée par l'impossibilité de la situation, elle fixe avec horreur la brèche dans la réalité, se dilater, le néant s'étendre jusqu'à couvrir la quasi-totalité de sa vision. La lumière est aspirée par le vide, distordant sous ses yeux la frontière entre ses mains gantées et le reste de l'univers. La silhouette l'avale, Sélanie bascule. Il n'y a rien ici. Le néant parfait du gouffre entre les étoiles, la matière, l'énergie, la pensée sont absentes, ont emporté avec elles la substance même de l'être. Elle a un nom, mais ne s'en souvient plus. Une raison d'être aussi. Une mission. Tout cela est trop loin, se perd dans l'infinité du vide. Elle n'est plus rien. Elle flotte. Soudain, une sensation. Elle ne savait plus que les sensations existaient. Celle-ci est à la fois douce et glaciale. Un sens est sollicité. Le toucher. La stimulation éclate dans son encéphale comme une fleur électrique, en allumant les zones endormies, créant, soudainement, l'existence. Sélanie. Elle s'appelle Sélanie. Elle est humaine, a 2 bras, 2 jambes, 9 orteils. Elle a perdu son quartus droit à la suite d'une mauvaise morsure de serpent, alors qu'elle avait 9 ans dans le jardin de sa grand-mère. Sélanie ouvre les yeux sur un noir total. Elle est aveugle et l'accepte immédiatement, redécouvrant progressivement sa propre conscience depuis les bases de la non-existence. Son bras gauche se meut, presque par réflexe, et va à la rencontre de la sensation qui l'a réveillée. Ses doigts s'enfoncent dans un pelage épais, et le stimuli fait exploser son lobe pariétal dans une multitude d'éruptions neuronales. L'euphorie sensorielle est de courte durée. Avec l'éveil de ses sens, vient la douleur. Un froid, plus terrible que tout ce qu'elle a pu imaginer, ronge chaque cellule de son corps. Les larmes qui naissent au coin de ses yeux bouillonnent et s'évaporent instantanément. Il en va de même pour sa salive qui frémit sur sa langue gonflée et disparaît comme les dernières gouttes d'eau abandonnées dans une casserole brûlante. Sélanie sent la peau de ses bras, de ses jambes, de sa nuque enflée, se tendre, le volume de son corps augmenter comme pour progressivement céder à la fuite de ses entrailles. Elle veut crier, mais il n'y a pas d'air à expulser, pas d'air pour porter le son, pas d'air à respirer. Sa main gauche se referme sur le pelage pour se raccrocher à une autre entité que la douleur omniprésente. La droite se referme sur une lampe torche dont la lanière n'a pas quitté son poignet. Le déclic est immédiat. Dans l'espace d'une seconde, Sélanie est envahie par les expériences de ces 3 dernières heures. Elle sait qui elle est,
et ce qu'elle fait ici. Ce qu'ici est, en revanche, n'est révélé que par le faisceau de lumière qui traverse son champ de vision. La gendarme n'est pas aveugle. C'est l'univers qui est orphelin de toute matière, ou presque. Les photons projetés par sa lampe torche se heurtent à une masse errant quelques mètres devant elle et ramènent à ses yeux une vision horrifique. Le corps désarticulé d'une femme âgée flotte, immobile, dans le gouffre du néant. Ses membres boursouflés ont déchiré çà et là sa robe de chambre, révélant une peau noircie et couverte de cloques. Son expression est figée dans un masque de pure terreur. Madame Dran, la gendarme réalise. Plus loin, un autre corps, celui d'un homme, s'éloigne lentement vers les profondeurs de l'abysse. Célanie étouffe, son corps brûlant les dernières molécules de ses réserves d'oxygène. Elle sait que ce gouffre sera sa tombe, que sa mort est inéluctable, que son corps flottera très bientôt immobile avec les autres. Puis, du mouvement. Les lanières de son baudrier s'enfoncent dans la chair gonflée de ses hanches, l'attirant soudainement en arrière. Madame Dran disparaît, échappant au faisceau de sa lampe torche. La vision de Célanie se floute, s'assombrit. Puis, contre toute attente, l'univers réapparaît. La gendarme s'affaisse sur son dos dans la neige. Ses poumons s'emplissent immédiatement d'air, irradiant sa trachée d'une douleur terrible. Tout est souffrance, mais la chair de son corps a cessé de gonfler et le froid est redevenu supportable. Au-dessus d'elle, encadré par la lueur tenace des étoiles, le visage de son supérieur apparaît. Les traits déformés par la détresse, Malo crie à plein poumon, lui ordonne de se lever, de courir. La conscience de Célanie se raccroche à la directive, désespérée de retrouver une forme d'ordre, de sens. Ses muscles brûlent sous la contrainte, mais la portent jusqu'à ce qu'elle soit debout, tenant maladroitement sur ses pieds, redécouvrant l'inévitable peine de la gravité. Elle détache la corde encore liée à son harnais, comprenant que c'est cette dernière, ainsi que la détermination du brigadier qui l'ont sauvée. Sauvée du froid, de l'abîme, de la silhouette impossible, alors que le danger se rappelle à son esprit, Célanie est propulsée par les bras puissants de Malo dans une course qu'elle poursuit mécaniquement. Ses bottes s'enfoncent tour à tour dans la neige. Le sang qu'elle crache en toussant encore et encore tache la poudreuse derrière elle, balisant sa trajectoire. Elle trébuche, parvenant à l'orée de la forêt, et s'écrase contre le tronc d'un vieux pin, emporté par son élan. Le choc lui coupe le souffle, la force à s'immobiliser un instant. Elle se retourne, espérant voir son supérieur sur ses talons. Mais Malo ne l'a pas suivi. Au pied de la falaise, le brigadier se tient droit et fier. Il allume l'un des feux de détresse qu'il a extirpé de son pack de secours et le brandit devant lui. La pente neigeuse s'illumine d'un éclat écarlate flamboyant, faisant danser sur le mur rocheux l'ombre du gendarme. Malo fait face à la silhouette qui a repris taille humaine, mais dont la présence semble bafouer toutes les lois naturelles connues. Autour d'elle, la perspective se disloque, la faisant apparaître tantôt plus lointaine qu'il est physiquement possible, tantôt aussi proche que Célanie craint d'y basculer à nouveau. Malo lui jette un dernier regard, et ses lèvres s'animent dans une injonction qu'elle n'entend pas. La silhouette l'engloutit. Célanie gémit, une peine immense prenant le pas sur la douleur irradiant sa trachée. Puis, portée par une volonté qui n'est plus tout à fait la sienne, elle reprend sa course à travers la forêt. Plus tard, elle se tient devant l'estafette bleue, immobile. Elle n'est pas certaine de se souvenir du trajet qui l'a ramenée à l'auberge. Elle n'est pas certaine que ce soit important. Elle ne frissonne plus. À l'est, le ciel a commencé à blanchir imperceptiblement. Célanie est perdue dans une contemplation sans objet, les yeux fixés sur le volant du véhicule,
qu'elle observe à travers le pare-brise. Elle tressaille au son d'un miaulement délicat. Serrée contre son torse, fermement maintenue par un bras qu'elle n'a pas songé à relaxer depuis sa chute dans l'abîme, une petite masse velue s'anime, se révolte faiblement contre la prise inconfortable. Célanie referme son deuxième bras sur le félin pour le protéger du froid. Alors qu'une aube blafarde s'infiltre dans la forêt aux alentours, la chaleur de ses larmes ne la réconforte pas. La brise nocturne fait danser les rideaux de la petite case créole qu'elle habite depuis à présent 4 ans. Dans un panier suspendu au cadre inférieur de la fenêtre, Malo ronronne mollement. Célanie lui caresse le crâne avec insistance, les yeux perdus dans le bleu sombre et profond de la mer qui enlace la côte à quelques kilomètres de sa maison. La chaleur tropicale fait perler sur sa peau quelques gouttes de sueur. Elle sourit doucement. Avoir trop chaud est devenu pour elle une forme de confort qu'elle n'échangerait pour rien au monde. Le chat s'étire, son pelage gris métallique ondoyant sous la contrainte, puis saute de son refuge et trouve son chemin vers le lit en teck qui trône à l'opposé de la fenêtre. Bien qu'ayant perdu la vue dans la forêt de Pembroke, Malo n'a jamais été dérangé par son handicap, évoluant dans l'espace avec une aise déconcertante. Célanie le suit du regard avec une admiration infinie et inépuisable. Elle lui doit après tout sa vie, autant qu'il lui doit la sienne. La brigadière ramène son attention vers le rebord de la fenêtre, sur lequel est posé un magnétophone usé. Elle hésite un instant, comme à chaque fois qu'elle procède à ce rituel qu'elle ne comprend pas encore très bien, mais qu'elle ne peut s'empêcher de reproduire régulièrement. Puis elle enclenche le bouton de lecture, et la bande magnétique grésille. Je veux y aller ce soir. Je lui ai expliqué 3 fois que le ciel ne serait pas visible avec cette tempête, mais il n'y a rien à faire. Il insiste. Une histoire d'exposition idéale pour prendre son physiototype. Je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à utiliser cette machine préhistorique. C'est pas comme si on n'avait pas une dizaine d'appareils photo plus efficaces. C'est la 3e fois qu'il utilise un procédé différent pour photographier son trou dans l'espace. Absurde. J'ai beau lui répéter qu'il n'y a rien à voir là où il n'y a rien à voir, mais il est devenu obsédé par sa découverte. Je ne suis pas sûr de bien le voir moi-même. Depuis la mort de maman, il a changé. Je crois qu'il n'a jamais accepté qu'elle nous quitte, et qu'il veut me prouver quelque chose. Ou se prouver quelque chose. Je l'aime, et c'est vraiment pour lui que je vais me les geler ce soir pour voir 3 étoiles et crever la gueule ouverte dans la neige. Mais demain, il va falloir qu'on parle. Je veux qu'il comprenne qu'il n'est pas seul. Je suis là. Et je serai toujours là. Avec lui. La cassette tourne dans le vide. Célanie stoppe le magnétophone, élève les yeux au ciel. La voie lactée scintille, se reflétant dans les pupilles de la brigadière. Du coin de l'œil, elle croit apercevoir une silhouette furtive, taillée dans le vide qui sépare les étoiles sur des milliards d'années-lumière. Célanie ferme les rideaux et rejoint Malo au lit. Ce soir, comme chaque fois qu'elle écoute cette cassette, elle dormira sans éteindre les lumières. Les chroniques de Pembroke sont écrites, réalisées et montées par François Rossi. Elles sont mises en musique et mixées par Benjamin Grossman. Enfin, la voix qui vous y entraîne appartient à votre humble conteuse, Audrey Stupowski. She was,